La tragédie de Ronaldinho, c'est que le monde ne l'a autorisé qu'à sourire. On se souvient des gestes éblouissants, du rythme de samba qu'il imprimait sur le terrain, du génie qui transformait le football en pure joie. Ce que nous avons trop souvent manqué, c'est la douleur silencieuse tapie derrière ce sourire, une blessure d'enfance que les ovations n'ont jamais totalement effacée. Il jouait avec une liberté sans peur parce que le football était devenu le seul endroit où la vie lui semblait plus légère que les fardeaux qui l'attendaient au-delà des lignes blanches. Mais hors du rectangle vert, cette liberté devenait plus difficile à maîtriser. L'icône qui avait un jour reçu une ovation debout de ses plus farouches adversaires apparaîtrait plus tard photographié menottes au poignet, entrant au Paraguay dans l'un des chapitres les plus sombres de sa vie publique. Le sourire ne racontait jamais toute l'histoire. Au-delà du football, le monde s'est révélé bien moins clément que le jeu qu'il avait maîtrisé. Aujourd'hui, derrière le visage vieillissant du plus grand amuseur du football, se cache une question troublante. Comment un homme continue-t-il à alléger le monde quand sa propre vie ne cesse de le tirer vers l'ombre? Avant de dépasser la magie pour rencontrer l'homme qui lui a survécu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour Ronaldinho. Pour comprendre le sourire qui a envoûté le monde, il faut revenir au jour où la musique s'est arrêtée. Bien avant Barcelone, la Coupe du Monde, ou cette nuit où le Santiago Bernabéu se leva pour l'honorer, il n'y avait qu'un garçon de 8 ans persuadé que son père franchirait toujours le seuil de la porte. Né Ronaldo de Assis Moreira le 21 mars 1980 à Porto Alegre, au Brésil, Ronaldinho a grandi dans une famille où le football rythmait la vie quotidienne. Il y avait une petite maison familiale, un ballon toujours collé à ses pieds et un père qui voyait sa grandeur bien avant que le monde ne la découvre. Puis cette certitude s'est brisée. Une piscine, un accident brutal. Sans avertissement, João de Assis Moreira n'était plus là. Cette perte laissa derrière elle un silence que l'enfant ne parvenait pas à comprendre et une blessure qu'aucune ovation future ne pourrait entièrement noyer. João travaillait de longues heures dans un chantier naval pour subvenir aux besoins des siens et passait ses week-ends à assurer des gardes exigeantes au stade Gigantinho, simplement pour rester proche du sport qu'il aimait. Il représentait le centre de gravité du foyer, une présence stable dans un quartier difficile. Bien avant l'arrivée des recruteurs et le crépitement des flashs, João avait déjà reconnu la promesse extraordinaire logée dans son plus jeune fils. Le véritable poids de cette perte ne s'abattit pas d'un seul coup. Des années plus tard, Ronaldinho avouerait que la tristesse était venue lentement, jour après jour. Au début, il ne parvenait tout simplement pas à comprendre comment un homme si plein de vie avait pu disparaître d'un instant à l'autre. Ce n'est qu'avec le temps qu'il accepta que les pas lourds qui l'attendaient ne franchiraient plus jamais le seuil. La maison devint insupportablement silencieuse, et les épaules d'un enfant sont bien trop étroites pour porter ce vide résonnant. Il restait pourtant à Ronaldinho son ballon. Dans le sillage de la mort de son père, ce morceau de cuir usé devint bien plus qu'un jouet d'enfance. Il devint une ancre, un endroit où sa confusion et son chagrin pouvaient enfin se poser. Il ne fit pas face à cette obscurité seul. Son frère aîné, Roberto, endossa un rôle qui dépassait de loin celui d'un simple frère. Il devint protecteur, guide, présence rassurante qui continuait à traîner Ronaldinho dehors pour jouer quand se replier sur soi aurait été plus facile. Ensemble, ils portèrent le football dans les rues poussiéreuses de Restinga. Au cours de ces matchs interminables, Ronaldinho découvrit quelque chose de profondément consolant. Chaque fois que le ballon était totalement sous son contrôle, il avait le sentiment que son père le regardait encore. Le football devint une conversation silencieuse entre un enfant en deuil et l'homme qui lui manquait. Il se souvenait de la consigne de João, jouer avec liberté et imagination. Chaque toucher portait un souvenir, chaque dribble un lien, et sans en avoir pleinement conscience, le garçon apprenait déjà à transformer le chagrin en joie. En 1998, Ronaldinho pénétra l'univers impitoyable du football professionnel senior avec Grêmio, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Sa toute première apparition eut lieu lors de la Copa Libertadores, une compétition sud-américaine notoirement brutale, où les défenseurs endurcis n'accordent aucun temps aux jeunes talents. Le vacarme des stades était assourdissant. Les décisions tactiques devaient se prendre en une fraction de seconde, et chaque erreur entraînait des conséquences colossales. Pourtant, le gamin de Porto Alegre entra dans ce monde exigeant avec une liberté saisissante, comme s'il n'avait jamais rencontré la peur. Ses aptitudes techniques avaient été patiemment façonnées dans la rue et sur les terrains de futsal, où l'exiguïté imposait une imagination extrême.
Le football senior exigeait rigueur tactique et positionnement strict, mais Ronaldinho absorba ces contraintes sans jamais renoncer à la créativité brute que son père lui avait insufflée. Il faisait preuve d'une aptitude déconcertante à lire le chaos autour de lui et à découvrir des couloirs de passe que personne d'autre ne semblait apercevoir. Le moment décisif arriva en juin 1999, quand Grêmio affronta son rival détesté, l'Internacional, lors du match décisif de la finale du Campeonato Gaúcho. En face du jeune homme de 19 ans se dressait Dunga, milieu autoritaire qui avait capitainé le Brésil vers le titre mondial en 1994, incarnation même de l'expérience et de la discipline. Ronaldinho refusa de laisser la gravité de l'occasion rétrécir son football. Il démantela au contraire complètement le vétéran. Lors d'une séquence inoubliable, il osa lifter le ballon au-dessus de la tête de Dunga et, plus tard, coincé près de la ligne de touche, s'échappa du champion du monde par un élastique rétro fulgurant qui fit halter tout le stade. Il inscrivit également l'unique but pour sceller une victoire 1-0 et le titre régional, démontrant que ses gestes flamboyants étaient des armes redoutablement efficaces. Ce succès domestique déclencha son départ vers l'Europe. Il rejoignit le Paris Saint-Germain en 2001 et commença à ajuster son style aux jeux européens, plus rapide et plus physique. Cependant, son véritable sacre mondial se produisit lors de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Aux côtés de Ronaldo et Rivaldo, dans le célèbre trio offensif des 3 R, Ronaldinho sortit totalement de leur ombre. Sa prestation la plus mémorable eut lieu en quart de finale face à l'Angleterre, où il délivra une passe décisive envoûtante avant d'inscrire l'un des buts les plus célèbres de l'histoire de la Coupe du Monde. Un coup franc lobé, audacieux, tiré à plus de 35 mètres, qui prit David Seaman totalement à contre-pied. Bien qu'il ait été expulsé plus tard dans ce même match, ses contributions cruciales participèrent à la conquête du 5e titre mondial du Brésil. Soulever ce trophée doré à Yokohama fut le tournant absolu de sa vie, le transformant instantanément en superstar planétaire. À l'été 2003, le FC Barcelone était une institution historique prisonnière d'une époque sombre. Après une longue période de contre-performance et une quête désespérée d'une figure charismatique, le club plaça tout son avenir entre les mains d'un Ronaldinho de 23 ans. Il devint immédiatement le détonateur d'une renaissance légendaire. Il arriva au Camp Nou avec son large sourire contagieux et un rapport instinctif au ballon, réintroduisant un style qui rendait au jeu européen sa spontanéité perdue. Dès ses premières saisons catalanes, les résultats changèrent radicalement. Mais surtout, toute l'atmosphère émotionnelle de la ville se métamorphosa. Les supporters, habitués à la déception, se surprirent à arriver au stade avec une anticipation quasi enfantine. Chaque match semblait porter la promesse d'une aile miraculeuse ou d'un but défiant la gravité. Il n'exécutait pas seulement des tours de magie, il dominait les rencontres, dictait le tempo et forçait Barcelone à recommencer à gagner. La nuit qui définit véritablement cette ère arriva le 19 novembre 2005, lorsque Barcelone se déplaça au Santiago Bernabéu pour un classico. Après que Samuel Eto'o eut ouvert le score très tôt, Ronaldinho prit totalement le contrôle de la pelouse. À la 59e minute, il reçut le ballon sur le flanc gauche, s'engouffra vers la surface, ouvrit son corps pour libérer l'espace et plaça une frappe parfaite hors de portée d'Iker Casillas. À peine 18 minutes plus tard, il attaqua depuis le même côté, exécuta un changement de direction dévastateur qui laissa Sergio Ramos brasser du vent et enroula une nouvelle finition maîtrisée pour offrir un cinglant 3-0 en terrain ennemi. Le score seul ne suffit pas à expliquer l'ampleur historique de ce qui suivit. Les supporters madrilènes, l'un des publics les plus partisans du football mondial, commencèrent à se lever lentement pour lui offrir une ovation debout presque inimaginable au numéro 10 barcelonais. Il ne saluait pas une défaite. Il reconnaissait une performance sportive, transcendante, qui avait fait voler en éclats les frontières amères d'une rivalité féroce. Ronaldinho était entré dans un environnement hostile et en était ressorti avec son respect absolu. À peine 9 jours plus tard, il recevait le Ballon d'Or 2005. 6 mois après, il conduisait Barcelone au sommet du sport en contribuant à la victoire contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions. C'était Ronaldinho à l'apogée absolu de ses moyens, préservant une esthétique profondément joyeuse tout en livrant des trophées historiques.
Il guida naturellement un jeune Lionel Messi, lui transmettant le flambeau de la grandeur, et prouva que le football pouvait être à la fois férocement compétitif et éblouissant de beauté. La dure réalité du sport professionnel est que le pic physique d'un athlète est douloureusement bref, et le déclin de Ronaldinho fut un effritement lent plutôt qu'un effondrement soudain. Après avoir atteint le pinacle en 2006, la discipline implacable requise pour maintenir un tel niveau s'émoussa. Le tribut physique de son mode de vie et l'accumulation des blessures érodèrent peu à peu l'accélération explosive qui l'avait rendu intouchable. Lorsque Pep Guardiola arriva pour bâtir un Barça nouveau autour de Lionel Messi, le départ de Ronaldinho en 2008 marqua la fin douce amère d'une époque enchantée et le mena à l'AC Milan. En Italie, il produisit encore des éclairs indéniables de brillance, mais la constance terrifiante de ses années barcelonaises s'était dissipée. Il retourna au Brésil en 2011 et connut une résurrection remarquable avec l'Atlético Mineiro en 2013. Alors que beaucoup l'avaient déjà classé parmi les étoiles filantes en tournée nostalgique, Ronaldinho se réinventa. Il n'était plus le joueur le plus rapide sur le terrain, mais il en était le plus sage. Contre toute attente, il devint le leader inspirant du groupe, guidant l'Atlético Mineiro vers son tout premier titre de Copa Libertadores. Soulever ce trophée à 33 ans fut un accomplissement défiant, la preuve que l'imagination et l'intelligence pouvaient encore conquérir l'Amérique du Sud longtemps après que la vitesse de la jeunesse eut disparu. Il mit officiellement un terme à sa carrière en 2015 avant que sa retraite ne soit formellement annoncée en 2018. Ce fut une fin discrète pour un joueur qui avait autrefois transformé les stades en carnaval. Pendant la majeure partie de sa vie, le football avait fourni structure, sens et protection. La retraite fit disparaître ce rythme familier. Pour la première fois, Ronaldinho naviguait dans un monde dont les règles ne se résolvaient plus à coups de pied et de contrôle. 2 ans plus tard, le rebondissement le plus choquant de sa vie se produisit dans une arène totalement étrangère à la joie du football. En mars 2020, les gros titres du monde entier explosèrent avec la nouvelle surréaliste selon laquelle Ronaldinho et son frère Roberto avaient été arrêtés au Paraguay pour être entrés dans le pays munis de faux passeports. Le contraste était saisissant. L'homme mémorisé comme symbole d'une liberté artistique spontanée se retrouvait soudain photographié menottes au poignet, escorté par des policiers lourdement armés. Les frères maintenaient qu'ils avaient été trompés, mais un juge ordonna leur maintien en détention, ce qui aboutit à 32 jours dans une prison paraguayenne. Rien dans l'éducation footballistique de Ronaldinho ne l'avait préparé à un lieu où le talent, la célébrité et les applaudissements ne pesaient rien. Même dans cet environnement lugubre, son attitude publique demeura étonnamment sereine. Des photos ayant fuité le montraient souriant et les rapports décrivaient sa participation à des matchs de football avec ses codétenus. La célébrité, la fortune et un ballon d'or ne pouvaient le protéger des réalités de la loi. Après avoir versé une caution considérable, il fut transféré en résidence surveillée dans un hôtel d'Asunción pendant 5 mois, avant qu'un juge n'approuve une suspension conditionnelle de la procédure lui permettant de rentrer au Brésil. Les procureurs déclarèrent par la suite n'avoir trouvé aucune preuve qu'il ait directement participé à l'obtention des documents falsifiés, mais l'épisode laissa une marque permanente sur sa vie d'après-carrière. Pour comprendre en profondeur les conflits intérieurs qui ont façonné sa vie loin des projecteurs, il faut regarder l'intersection douloureuse entre sa gloire mondiale et ses responsabilités de père. En février 2005, quelques mois avant qu'il ne reçoive l'ovation historique du Bernabéu et le Ballon d'Or, sa carrière filait à un rythme météorique. Pourtant, le 25 février, alors qu'il se trouvait à des milliers de kilomètres, entièrement absorbé par les exigences du football européen d'élite, sa compagne, Janaína Mendes, donnait naissance à leur fils à Rio de Janeiro. Ronaldinho n'était pas présent à l'accouchement. Des années plus tard, il qualifierait ouvertement cette absence comme l'un des choix qu'il regrettait le plus. L'homme qui pouvait faire se lever un stade de 80 000 personnes avait manqué les premiers instants irremplaçables de la vie de son unique enfant. Ronaldinho avait passé la majeure partie de son enfance à apprendre à naviguer sans son père. Et voilà qu'à l'apogée de sa puissance professionnelle, le sport qu'il aimait le tenait éloigné au moment où il devenait père à son tour. Avec Janaína, ils prénommèrent l'enfant João, hommage direct à João de Assis Moreira, l'employé de chantier naval qui avait reconnu le don immense de son plus jeune fils, bien avant le reste du monde.
Ronaldinho avait perdu son père à 8 ans, mais transmettre ce prénom à une nouvelle génération représentait un acte profond de mémoire. L'arrivée du petit João révéla une tension permanente et déchirante, qui persista tout au long de ses années les plus intenses. La profession qui avait transformé le destin financier de sa famille était exactement la force qui l'éloignait sans cesse de ses proches. À mesure que le garçon grandissait, les anniversaires devinrent des jalons particulièrement douloureux. Ronaldinho se retrouvait souvent coincé à l'étranger, préparant un match crucial ou assistant à un stage obligatoire. Il admit plus tard sa crainte profonde que son fils grandisse en éprouvant du ressentiment. Cependant, lorsque João mûrit et décida à son tour de poursuivre une carrière de footballeur, la dynamique de leur relation évolua vers une compréhension mutuelle plus profonde. João expérimenta de première main les exigences physiques et mentales extrêmes que l'industrie du football impose à ses athlètes. Ronaldinho soutint sans réserve les efforts de son fils, comprenant parfaitement quand João déclara vouloir forger sa propre identité plutôt que d'être mesuré à l'aune de l'ombre de son nom. Au fil du temps, leur lien évolua vers une véritable amitié bâtie sur des expériences partagées. Le prénom devint ainsi un vaisseau complexe portant à la fois une tendresse profonde et un regret persistant. À travers l'éducation de João Mendes, Ronaldinho affronta les fantômes de son enfance orpheline, apprenant avec sincérité que si les trophées scellent une trace dans l'histoire, le travail discret d'être présent pour sa famille exige une force d'un tout autre ordre. La fin de sa carrière introduisit brutalement un rythme totalement étranger à un homme qui avait vécu pendant des décennies dans une bulle dopée à l'adrénaline. Quand les acclamations des foules s'éteignirent, la réalité de sa vie privée revint au premier plan, révélant le réseau complexe de relations qui gérait l'entreprise derrière la magie. Au centre absolu de cet écosystème se trouvait son frère aîné, Roberto de Assis. Après la mort de leur père, Roberto avait immédiatement comblé le vide, devenant une figure directrice essentielle. À mesure que le talent de Ronaldinho suscitait un intérêt planétaire, Roberto évolua naturellement vers le rôle de son conseiller le plus proche et de son agent officiel, prenant le contrôle complet de l'empire commercial qui entourait son frère. Cela créa une relation portant à la fois une affection familiale indéfectible et de lourdes responsabilités commerciales à enjeux élevés, deux rôles notoirement difficiles à séparer. Roberto se tint fidèlement aux côtés de Ronaldinho durant les sommets euphoriques de l'ère barcelonaise. Mais lorsque la carrière de joueur se fit plus discrète, les années d'après-carrière se révélèrent lourdement compliquées. Les frères se retrouvèrent empêtrés dans un maillage de complications financières et juridiques. Au Brésil, ils firent face à un examen judiciaire intense concernant un litige environnemental lié à une construction non autorisée sur une propriété qu'ils possédaient à Porto Alegre, ce qui déboucha sur des amendes impayées, le gel d'actifs et la confiscation temporaire de leurs documents de voyage. Le point culminant de ce partenariat enchevêtré fut le désastreux voyage au Paraguay en 2020, où les frères furent arrêtés ensemble, jugés ensemble et incarcérés ensemble. Roberto n'était pas un simple manager, il était le co-architecte de la réalité de Ronaldinho. Cela n'excuse pas Ronaldinho de sa responsabilité personnelle, mais illustre la vérité selon laquelle, pour lui, les notions de confiance familiale, de gestion financière et de responsabilité juridique furent toujours empilées sur la même table. À travers chaque triomphe et chaque défaite, le lien entre les frères demeura la relation la plus définissante de sa vie. Environ 6 mois après avoir échappé à l'épuisante épreuve paraguayenne, Ronaldinho fut confronté à une perte dévastatrice qu'aucune équipe d'avocats ne pourrait résoudre. En février 2021, sa mère bien-aimée, Miguelina Eloy Assis dos Santos, s'éteignit à l'âge de 71 ans à la suite de complications sévères liées au virus de la Covid-19. Elle avait été hospitalisée en soins intensifs depuis décembre, ce qui avait poussé Ronaldinho à s'adresser publiquement à ses millions de fans, leur demandant instamment d'envoyer prières et affection pour sa guérison. Les semaines angoissantes se terminèrent par le chagrin le plus profond lorsqu'elle ne rentra pas. Miguelina avait été la figure la plus stabilisatrice de la vie tumultueuse de Ronaldinho. Elle était la femme qu'il avait connue intimement bien avant les grands stades et avant que le monde n'apprenne à reconnaître son sourire iconique. Elle avait maintenu la famille debout lorsqu'elle avait enduré la perte de son père des décennies plus tôt. Et elle avait fièrement regardé son plus jeune fils porter leur nom des rues poussiéreuses de Porto Alegre jusqu'au sommet du football mondial. Son décès coupa violemment l'une de ses dernières connexions au monde privé qui existait avant que la célébrité ne le dévore.
Ronaldinho avait déjà appris, enfant de 8 ans, que le destin pouvait fracasser une famille sans avertissement. Mais perdre sa mère adulte, suffisamment mûre pour comprendre le caractère définitif de la mort, était un chagrin qui appartenait aux ombres privées. Dans les années qui suivirent, la réalité physique de son corps vieillissant devint également impossible à ignorer. Le temps est un adversaire impitoyable qui modifie la façon dont le public perçoit même les plus grands athlètes. Lorsque Ronaldinho continua à apparaître lors d'événements caritatifs et de matchs d'exhibition, les spectateurs ne regardaient plus la force explosive de 2005. Le lourd tribut d'une carrière de 2 décennies avait modifié son rythme physique. Son corps présentait la raideur inévitable d'un homme naviguant vers la cinquantaine. Pourtant, ce ralentissement ne doit jamais être interprété comme une tragédie. Il y a une dignité tranquille à laisser une légende exister au-delà de la version idéalisée de son apogée. Si la vitesse fulgurante s'est estompée dans les archives, sa relation instinctive avec le ballon reste spectaculairement intacte. Chaque fois qu'il pose aujourd'hui les crampons sur une pelouse, exécutant une passe sans regarder ou une talonnade parfaitement dosée avec ce sourire familier, la foule reconnaît immédiatement l'esprit de l'homme. Le passage du temps l'a changé, mais n'a jamais réussi à éteindre la joie pure qui a fait de lui l'artiste le plus aimé du football. Alors qu'il navigue au milieu de la quarantaine, l'existence actuelle de Ronaldinho reste profondément imbriquée dans la communauté footballistique mondiale, même si son rôle est passé de combattant actif à celui d'homme d'État respecté du beau jeu. Il n'a pas sombré dans l'obscurité. Il occupe au contraire un espace unique et hautement visible, apparaissant régulièrement à des matchs d'exhibition internationaux et participant à d'importants projets commerciaux. La fascination durable pour sa vie fut de nouveau mise en lumière en 2026, lorsque des documentaires continuèrent à revisiter les sommets et les creux de sa carrière. En juin 2026, son nom fit à nouveau la une des médias internationaux lorsqu'il fut étroitement associé à Ravenne, un club se préparant à disputer la Série C italienne. Alors qu'Internet explosait en spéculation, la réalité de l'accord s'orientait vers un partenariat commercial stratégique. Une présentation officielle programmée à Miami servit à clarifier son implication, démontrant que même à la retraite, la puissance marketing de la marque Ronaldinho demeure un atout hautement convoité. Parallèlement, sa vie personnelle continue d'évoluer alors qu'il regarde son fils João Mendes naviguer dans les eaux impitoyables du football professionnel. Après avoir passé la saison 2025 à 2026 avec les moins de 21 ans de Hull City en Angleterre, le club annonça en juin que João serait libéré à l'expiration de son contrat. Ce développement plaça le jeune attaquant à un carrefour critique. Le chemin n'a pas été facile pour João, qui a affirmé son désir de se forger sa propre identité plutôt que d'être comparé aux accomplissements attachés au nom de son père. Ronaldinho demeure une figure farouchement solidaire dans la vie de João, offrant un accompagnement non pas comme un coach exigeant, mais comme un père qui comprend intimement l'immense pression psychologique du milieu. La vie actuelle de Ronaldinho n'offre pas de fin hollywoodienne soigneusement emballée. C'est une mosaïque complexe d'obligations commerciales, de moments familiaux discrets, d'échos persistants de controverses passées et d'un effort continu pour soutenir le parcours de son fils. Il mène une vie façonnée bien davantage par son héritage historique que par sa performance sportive présente. La vitesse frénétique de sa jeunesse a été remplacée par un rythme plus tranquille, lui permettant d'apprécier la distance parcourue depuis les rues poussiéreuses de Porto Alegre jusqu'à son statut d'icône mondiale. Ronaldinho ne peut être réduit à un récit simple, celui d'une divinité footballistique irréprochable ou celui d'un conte moral tragique. C'est un homme qui a vécu aux extrêmes vertigineux de l'expérience humaine. Il s'est un jour tenu au centre du Santiago Bernabéu et a regardé les supporters de son plus grand rival se lever pour saluer la beauté indéniable de sa performance. C'est ce Ronaldinho qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective du sport, le génie souriant et imprévisible qui transformait un jeu très tactique en toile spontanée. Pourtant, quelques années plus tard, le monde a vu des images choquantes du même homme escorté à travers un système judiciaire étranger, très loin de l'adoration qui avait défini sa jeunesse. Ne se souvenir que des triomphes glorieux reviendrait à aseptiser son histoire. Inversement, ne se souvenir que des faux pas serait profondément injuste envers l'héritage qu'il a construit. Il a fait bien plus que collectionner les plus grands honneurs du football. Il a fondamentalement modifié l'atmosphère émotionnelle du jeu.
À une époque où le football d'élite s'obsédait d'une efficacité rigide, Ronaldinho a rappelé à des millions de personnes que la compétition pouvait encore contenir une imagination profonde. Le chagrin immense de perdre son père si jeune, l'accompagnement protecteur de son frère, les sacrifices de sa mère et l'éducation rythmique reçue dans les rues du Brésil se sont combinés pour forger un joueur dont l'objectif premier était de répandre la joie. Il a atteint des hauteurs que très peu ont connues. Il a aussi éprouvé des pertes familiales profondes et le ralentissement naturel d'un corps qui semblait autrefois pouvoir échapper à tous les défis. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de se déplacer avec la vitesse explosive du garçon de 25 ans qui avait conquis Madrid. Ce qui restera vraiment, ce qui survivra longtemps aux statistiques et aux controverses, c'est le sentiment particulier qu'il a laissé derrière lui. Il a rendu le football plus léger, plus libre, infiniment plus proche de la musique que du calcul. Son héritage ultime ne se trouve pas seulement dans les vitrines à trophées du Camp Nou. Il se trouve dans chaque enfant qui tente de reproduire un élastique dans son jardin, dans les supporters qui ont appris qu'un rival détesté peut néanmoins mériter une ovation, et dans les millions de personnes qui se souviennent d'une époque où regarder un match ressemblait à un bonheur pur. À travers tous les triomphes, les pertes douloureuses et le passage du temps, la joie qu'il a offerte au monde est demeurée sans équivoque la sienne. Quand vous repensez au parcours incroyable de Ronaldinho, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Est-ce le sourire célèbre, l'habileté impossible ou la joie pure qu'il a offerte au jeu? Partagez votre souvenir préféré dans les commentaires et aidez-nous à honorer l'homme qui a rendu le monde un peu plus léger.